La banque centrale, que vous croyez être un rempart public pour protéger votre argent, a en réalité été conçue en secret par les plus grands banquiers privés de la planète pour s'assurer que leurs pertes seraient éternellement remboursées par votre travail. En novembre 1910, un groupe d'hommes représentant un quart de la richesse mondiale s'est réuni clandestinement dans une gare de triage du New Jersey pour monter à bord d'un wagon privé sous de faux noms. Ce qu'ils ont rédigé cette nuit-là sur l'île de Jekyll n'était pas un plan de régulation étatique, mais le plan de capture ultime de notre souveraineté financière. Bienvenue dans les coulisses du mécanisme qui régit la valeur de chaque seconde de votre vie active. Imaginez que vous passiez votre vie entière à accumuler des jetons dans un jeu dont les règles changent constamment à votre insu. Chaque matin, vous vous levez pour aller travailler, vous échangez votre temps, votre énergie, votre santé contre des petits rectangles de papier ou des chiffres sur un écran d'ordinateur. Vous supposez que ces chiffres ont une valeur stable, garantie par l'État, protégée par des institutions neutres et bienveillantes. Pourtant, la réalité que révèlent les archives historiques est bien différente. Les banques centrales ne sont pas nées d'une volonté démocratique de protéger les citoyens contre les excès de la finance, mais d'un besoin viscéral des banquiers privés de se protéger contre leur propre faillite. C'est l'histoire d'un assureur qui s'est fait passer pour un policier. Pour comprendre cette mécanique, il faut observer ce qui se passe dans une petite boulangerie française. Le boulanger se lève à 2 heures du matin, façonne son pain, paie ses taxes, économise chaque euro pour espérer acheter son local ou financer les études de ses enfants. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres de là, dans les bureaux feutrés de Francfort ou de Washington, une poignée de personnes décident, d'un simple clic, de créer des milliards d'euros à partir de rien. Ce geste en apparence technique a une conséquence immédiate sur la vie de notre boulanger. Chaque euro qu'il a économisé avec tant de peine perd une fraction de sa valeur réelle. Ce n'est pas de l'économie, c'est un transfert silencieux de richesse. Comment en sommes-nous arrivés là ? Remontons à la panique financière de 1907. À cette époque, les banques privées américaines prêtent bien plus d'argent qu'elles n'en possèdent réellement, selon le principe des réserves fractionnaires. Quand les déposants paniquent et veulent récupérer leur argent, le système s'effondre comme un château de cartes. Les grands magnats de la finance, menés par John Pierpont Morgan, doivent intervenir eux-mêmes pour sauver le système avec leurs propres fonds. C'est alors qu'ils réalisent une chose fondamentale. Pour continuer à spéculer et à s'enrichir sans risquer la ruine, ils ont besoin d'un prêteur de dernier ressort, mais pas n'importe lequel. Ils ont besoin d'un prêteur dont les pertes seraient couvertes par le contribuable tout en gardant le contrôle absolu sur la création monétaire. C'est précisément l'objectif de la réunion secrète de Jekyll Island. Pendant 10 jours, les cerveaux de la finance mondiale rédigent les plans de ce qui deviendra la Réserve fédérale américaine. Le génie machiavélique de ce projet réside dans sa présentation publique. Pour faire accepter cette pilule au peuple et aux politiciens méfiants, ils habillent cette institution privée des oripeaux de l'intérêt général. Ils créent un monstre hybride, une banque centrale qui semble appartenir à l'État, mais dont le fonctionnement interne sert d'abord et avant tout à stabiliser le système bancaire privé. C'est le plus grand coup de force de l'histoire moderne. Faire croire à la foule que la cage qui l'enferme a été construite pour sa propre sécurité. Et le mécanisme s'est perfectionné au fil des décennies, s'exportant partout dans le monde, y compris en Europe. Aujourd'hui, lorsqu'une crise majeure survient, comme en 2008 ou lors des récentes secousses mondiales, les banques centrales activent ce qu'elles appellent pudiquement l'assouplissement quantitatif. Sous ce jargon technique se cache une réalité d'une simplicité désarmante. La banque centrale crée de la monnaie ex nihilo pour racheter les actifs toxiques et les dettes des grandes institutions financières. En clair, elle nettoie le bilan des géants de la finance en utilisant la planche à billets. Mais alors, où va cet argent fraîchement créé ? Pensez-vous qu'il atterrit sur votre compte courant ou qu'il sert à financer les hôpitaux publics ? Pas du tout. Cet argent est injecté directement dans les artères du système financier. Il alimente les marchés d'actions, fait grimper les prix de l'immobilier et enrichit ceux qui possèdent déjà des actifs. C'est ce que les économistes appellent l'effet Cantillon. Celui qui est le plus proche de la source d'émission de la monnaie, c'est-à-dire les banques et les grands fonds d'investissement, reçoit l'argent frais avant qu'il n'ait perdu de sa valeur. Il peut ainsi acheter des biens réels à des prix encore bas. En revanche, lorsque cet argent ruisselle enfin vers le reste de l'économie, sous forme d'inflation, les prix ont déjà grimpé et le citoyen ordinaire, situé tout au bout de la chaîne, ne constate qu'une baisse dramatique de son pouvoir d'achat. C'est un jeu où les dés sont pipés dès le départ. Si vous commettez une erreur de gestion dans votre entreprise ou dans votre budget familial, vous faites faillite.
Vous devez assumer vos responsabilités. Mais si une banque systémique prend des risques insensés sur les marchés dérivés pour maximiser ses bonus, elle sait qu'elle est devenue trop grande pour faire faillite. Elle sait que la Banque centrale sera toujours là pour imprimer les filets de sécurité nécessaires. Nous vivons dans un système de capitalisme pour les pauvres et de socialisme pour les riches. Les profits sont privatisés, jalousement gardés par une élite financière, tandis que les risques et les pertes sont socialisés, répartis sur les épaules de millions de travailleurs par le biais de l'inflation et de la dette publique. Regardez l'impact concret de cette politique sur votre quotidien. Pourquoi est-il devenu presque impossible pour un jeune couple aujourd'hui d'acheter un appartement décent à Paris, Lyon ou Marseille sans s'endetter sur 30 ans ? Ce n'est pas parce que les briques coûtent plus cher ou que les maçons travaillent moins bien. C'est parce que les vannes du crédit ont été ouvertes si grand par les banques centrales que la monnaie s'est dépréciée par rapport aux actifs réels. Les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche, déconnectés de la réalité des salaires. Votre travail perd de sa valeur relative chaque jour, simplement parce que la monnaie dans laquelle vous êtes payé est diluée en permanence. L'inflation n'est pas une fatalité météorologique, ce n'est pas un accident de l'histoire ou la simple conséquence d'une crise géopolitique. L'inflation est une politique monétaire délibérée. Elle agit comme un impôt invisible, le plus injuste de tous, car il n'est jamais voté par le Parlement et touche de manière disproportionnée les classes populaires et moyennes qui ne possèdent pas d'actifs financiers pour se protéger. Chaque fois que la Banque centrale annonce fièrement vouloir atteindre une cible d'inflation de 2%, elle vous annonce en réalité qu'elle souhaite que votre épargne perde la moitié de sa valeur en moins de 35 ans. Prenez un instant pour mesurer la portée de cette réalité. Le compte épargne que vous alimentez chaque mois, pensant assurer l'avenir de vos enfants, est en train de fondre au soleil de la création monétaire. Pendant que vous économisez laborieusement, les institutions financières empruntent à des taux dérisoires pour spéculer sur les matières premières, la nourriture ou l'énergie, faisant grimper encore un peu plus le coût de votre vie quotidienne. C'est une boucle rétroactive destructive dont vous êtes la matière première. Ce constat provoque souvent un sentiment de vertige, voire de colère. On nous enseigne à l'école que la monnaie est un outil neutre de facilitation des échanges. On nous présente la politique monétaire comme une science exacte, réservée à des experts en costume gris dont les intentions sont purement techniques et scientifiques. Mais la vérité est que la monnaie est le levier de pouvoir le plus puissant jamais inventé par l'humanité. Celui qui contrôle la monnaie contrôle le travail des autres. En confiant ce contrôle à des institutions indépendantes des parlements, c'est-à-dire soustraites au contrôle démocratique direct, nous avons délégué notre souveraineté la plus fondamentale. Cette indépendance des banques centrales, si souvent louée par les éditorialistes, n'est rien d'autre qu'une indépendance vis-à-vis des citoyens. Elle garantit que peu importe pour qui vous votez, peu importe les revendications sociales qui s'expriment dans la rue, la politique monétaire restera alignée sur les intérêts du système financier global. C'est un blindage institutionnel conçu pour maintenir le statu quo, quoi qu'il en coûte. Alors, comment vous situez-vous désormais dans ce paysage ? Lorsque vous regardez un billet de banque, vous ne voyez plus simplement un moyen de paiement. Vous y voyez un titre de créance, un contrat social dont les termes sont réécrits unilatéralement par une autorité invisible. Vous comprenez que votre véritable richesse ne réside pas dans les morceaux de papier que vous accumulez, mais dans votre capacité à posséder des choses réelles, tangibles, échappant à l'emprise de la planche à billets. Cette prise de conscience change tout. Elle vous oblige à repenser votre rapport à l'épargne, au travail et à la valeur même de votre temps. Le système ne peut perdurer que tant que la majorité des participants ignore la règle du jeu. Dès lors que le voile est levé, la magie de l'illusion monétaire s'estompe pour laisser place à une lucidité froide et stratégique. Vous n'êtes plus un simple rouage passif subissant les cycles économiques, vous devenez un observateur averti capable d'anticiper les secousses à venir. Car le système actuel, fondé sur une dette perpétuelle et une création monétaire illimitée, approche de ses limites structurelles. Les mécanismes de sauvetage qui ont fonctionné hier montrent des signes d'essoufflement, et les institutions financières le savent. Elles préparent déjà la suite, des réformes encore plus profondes qui redéfiniront la nature même de votre liberté individuelle à travers de nouveaux outils technologiques de contrôle monétaire. Mais pour comprendre ce qui se prépare dans l'ombre des banques centrales, pour anticiper le prochain grand bouleversement qui touchera directement votre compte bancaire et votre liberté d'acheter, il faut d'abord analyser un autre rouage encore plus secret, encore plus verrouillé qui lie le destin des États à des dynasties financières depuis des siècles.
Un mécanisme si puissant qu'il peut faire tomber des gouvernements sans tirer un seul coup de feu. Et c'est précisément ce que nous allons mettre en lumière dès notre prochaine rencontre.